Bonjour à chacune et à chacun. Nous voici repartis pour une séance de philosophie morale. Nous sommes en train d'étudier différents domaines de l'éthique appliquée contemporaine et aujourd'hui je vous propose de voir un petit peu ensemble la bioéthique. Bien sûr, nous ne faisons à chaque fois qu'aborder les questions soulevées dans les divers domaines. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un petit peu les diverses multiples questions soulevées dans le domaine de la bioéthique. Bioéthique qui est un domaine ayant connu une croissance extraordinaire les 50 dernières années. En 1970, on assiste à la première apparition du terme bioéthique dans un ouvrage intitulé Bioethics Bridge to the Future. Et 8 ans plus tard seulement, en 1978, paraît une encyclopédie en 4 volumes, l'Encyclopedia of Bioethics. C'est dire si ce domaine a suscité de nombreuses recherches rapides. En quelques années, une encyclopédie en 4 volumes a pu voir le jour. Les questions, en effet, sont nombreuses et importantes dans le domaine de l'éthique qui touche à la biologie. Et cela a pour cause le développement énorme de technologies nouvelles, posant des questions éthiques extrêmement graves. Ces technologies nouvelles dans le domaine de la biologie, dans le domaine de la procréation, dans le domaine de la génétique, de la médecine. On connaît tous un certain nombre de ces technologies et on connaît tous des questions que cela pose. On a toutes et tous été confrontés un jour ou l'autre à des questions de bioéthique. Comment se positionner aujourd'hui dans un monde qui n'est plus un monde unifié, qui est un monde profondément pluraliste? Comment se positionner? Étant donné qu'il n'y a plus de consensus possible au sujet des graves questions de bioéthique, qui touchent donc finalement à la vie et à la mort, l'avortement, l'euthanasie. Je vous propose de lire un passage d'un auteur que j'ai beaucoup étudié, Alasdair MacIntyre, sur qui j'ai fait ma thèse de doctorat et qui propose dans After Virtue une réflexion qui nous introduit à la difficulté de la problématique. En français, donc, le livre porte le titre Après la vertu, et MacIntyre, qui a écrit cela en 1981, deuxième édition 1984, propose la problématique suivante. Chacun a des droits sur sa propre personne, y compris sur son corps. Il s'ensuit qu'à l'époque où l'embryon est encore essentiellement une partie du corps de la mère, celle-ci a le droit de décider librement d'avorter ou non. L'avortement est donc moralement autorisé et devrait être permis par la loi. Première position, largement défendue aujourd'hui. Deuxième position, je ne peux souhaiter que ma mère ait avorté quand elle était enceinte de moi, sauf peut-être s'il avait été sûr que l'embryon était mort, ou en très mauvaise santé. Mais si je ne peux le vouloir dans mon propre cas, comment puis-je en toute cohérence priver autrui du droit à la vie que je réclame pour moi? Pour ne pas briser cette règle d'or, je dois refuser à toutes les mères le droit d'avorter, sans que cela m'engage toutefois à vouloir faire interdire l'avortement par la loi. Troisième position.
tuer est mal. C'est priver de la vie un innocent. Un embryon est un individu identifiable que seul son stade de développement distingue du nouveau-né sur la longue route qui mène vers l'âge adulte. Et s'il est bien une vie innocente, c'est celle de l'embryon. Si l'infanticide est un meurtre, l'avortement est un meurtre. L'avortement n'est donc pas seulement condamnable moralement, mais devrait être interdit légalement. MacIntyre introduit ces trois positions et montre que, en fait, il n'y a pas moyen de trancher entre ces trois positions puisque chacune d'entre elles est cohérente. Chacune des trois positions a sa cohérence propre et si on n'a pas en background, en arrière-fond, une vision claire de ce qu'est l'être humain, de ce qu'est sa place dans le cosmos, de ce qu'est le sens de sa vie, de ce qu'est sa nature, on ne sait pas trancher. Si l'on n'a pas une vision claire de ce qu'est l'être humain, si l'on ne sait pas exactement définir clairement à quel moment commence la personne humaine, est-ce au moment de la conception, un peu plus tard, au moment où l'embryon est sensible, au moment où il a une activité cérébrale, etc. Si on ne peut pas répondre à ces questions, si on n'a pas une vision claire de ce qu'est l'être humain, il est impossible de résoudre ce problème de morale. Et MacIntyre montre que la société actuelle est plongée dans un pluralisme tel qu'il y a beaucoup de questions de morale qu'il est impossible aujourd'hui de résoudre. On ne peut pas proposer une solution définitive à toutes ces questions sans avoir une vision claire de ce qu'est l'être humain, chose que l'on n'a plus aujourd'hui. C'est dans ce pluralisme ambiant pourtant qu'il nous faut vivre et qu'il nous faut évoluer puisque c'est là que l'on est. C'est la société dans laquelle on est, c'est un pluralisme de fait auquel on ne peut pas échapper. Il nous faut en tenir compte pour penser aujourd'hui la vie en commun, la vie en société, la façon dont nous pouvons, en tant qu'individus, nous positionner et vivre dans le monde. Serait-ce qu'il n'y a plus aucune éthique possible dans le domaine biomédical? Eh bien, malgré ce pluralisme ambiant, il semble qu'il y ait toutefois une bioéthique plus ou moins majoritaire, si pas commune, dans la société contemporaine. Constituée par un noyau dur de convictions morales, même si l'on admet que ce noyau dur a des contours flous. Et il y a deux grands principes, semble-t-il, dans cette bioéthique majoritaire, le principe d'autonomie et le principe de bienfaisance. Le principe d'autonomie, tout d'abord. Chacun est libre selon ce principe, et la morale est réduite à un noyau central de normes, la liberté, l'égalité, la loyauté, à des procédures juridiques équitables. L'État intervient peu. C'est donc un principe qui place la liberté individuelle, l'autonomie individuelle au centre. Les grands penseurs de la bioéthique actuellement accordent une attention toute spéciale à l'autonomie, à la liberté individuelle, à ce principe d'autonomie selon lequel chacun peut choisir librement de poser tel ou tel acte dans les domaines de la bioéthique. C'est ce que défendent des auteurs importants aujourd'hui, comme Tristram Engelhardt, dans The Foundations of Bioethics, ou encore Tom Beauchamp et James Childress, dans Principles of Biomedical Ethics. Ce dernier, de Tom Beauchamp et James Childress,
est en quelque sorte le manuel de base utilisé pour les formations en bioéthique aux États-Unis. Et on y trouve la définition suivante de l'autonomie. L'autonomie est, selon ce manuel, une forme de liberté d'action personnelle dans laquelle l'individu détermine le cours de ses actions, conformément à un plan qu'il a choisi. L'autonomie est une forme de liberté d'action personnelle dans laquelle l'individu détermine le cours de ses actions conformément à un plan qu'il a choisi. Pour Tristram Engelhardt, on peut créer un consensus sur l'idée que l'éthique s'oppose à la force et à la contrainte ou à la violence. Chacun est libre de faire ce qu'il veut dans la mesure où il ne fait pas violence aux autres personnes libres. Et en l'absence de croyances morales partagées par tous, ce qui est le cas aujourd'hui, les différends moraux ne peuvent être résolus que par un accord conclu entre personnes libres et autonomes, se vouant un respect mutuel. En bioéthique, le principe d'autonomie trouve une formulation particulière dans la règle du consentement libre et éclairé. On reçoit même sur des papiers de la mutuelle des indications au sujet de ce consentement libre et éclairé. Quand il s'agit par exemple de partager des données médicales. C'est quelque chose de très présent dans le domaine de l'éthique médicale et biomédicale, ce consentement libre et éclairé qui est une traduction de ce principe d'autonomie. Le patient a le droit de prendre sa décision librement, donc sans pression, consentement libre, mais éclairé en étant bien informé. Il s'agit donc de respecter une certaine procédure formelle de discussion, d'information. Et dans cette discussion, finalement, ce n'est pas tellement le contenu qui compte, dans le sens où chacun a son contenu. Ce qui compte, c'est de respecter le point de vue de chacun. C'est donc une certaine procédure formelle qui prime, qui doit être respectée pour que tout le monde puisse dire et vivre son contenu, dans un consentement mutuel respectant l'autonomie de chacun. Ainsi, un médecin catholique à qui on demande de faire un avortement et qui ne veut pas le faire peut exprimer ouvertement ses réticences à la patiente. Et dans cet esprit, doit néanmoins respecter aussi la liberté de la patiente. Et donc, certes, ne pas faire l'avortement, mais pour respecter la liberté de la patiente, lui recommander de s'adresser à un autre médecin aux opinions plus compatibles avec la sienne. C'est ainsi que se décline bien souvent ce principe d'autonomie dans le domaine biomédical, dans le domaine de l'acte médical délicat. Et l'on insiste beaucoup sur ce respect de l'autonomie de chacun, ce consentement libre et éclairé, cette possibilité offerte à l'autre de vivre selon ses propres valeurs. Il y a donc ce premier principe, le principe d'autonomie, et puis il y a le deuxième principe, qui forme en quelque sorte le noyau dur de la bioéthique aujourd'hui, dans un contexte pluraliste, le principe de bienfaisance.
Tristram Engelhardt ajoute à ce principe donc d'autonomie un autre principe, celui de la sollicitude pour celui qui souffre, celui dont la vie est en danger. Ce principe est un principe positif. Il suppose d'admettre une sorte de règle d'or. Le bien que je veux faire à autrui ne peut être contraire au bien que lui-même recherche. Il y a donc une sorte d'impératif de bienfaisance, fait aux autres leur bien. Il faut donc que d'une certaine manière j'ajuste autant que possible mes convictions morales à celles d'autrui, sans toutefois exagérer et renoncer à mes propres convictions fondamentales, ce qui serait contraire au principe d'autonomie. On voit à quel point les questions de bioéthique sont liées intimement à la vision que l'on a de la personne humaine, du sens de la vie humaine, mais dans un contexte pluraliste dans lequel nous sommes, il nous faut développer des procédures plus formelles qu'autre chose finalement, qui permettent à chacun de trouver sa place dans une société où chacun a ses propres convictions. Lisons un exemple ici d'un médecin confronté au principe d'autonomie. Il peut sembler que le respect de l'autonomie des patients doive toujours prévaloir sur les objectifs de bienfaisance. On voit les deux principes, autonomie et bienfaisance. Cependant, il n'est pas toujours facile de respecter cette primauté dans les situations concrètes. Et on voit toute la difficulté des cas concrets parfois, auxquels on est confronté dans la pratique de l'art médical. Prenons le cas suivant. Une femme est gravement atteinte d'un cancer du sein et le diagnostic n'est établi qu'à un stade très avancé de la maladie. Le médecin lui offre de subir un traitement de chimiothérapie qui peut prolonger sa vie d'1 an ou plus. La patiente refuse le traitement. Elle est profondément déprimée par ce qui lui arrive et ne semble pas avoir l'énergie de lutter. Elle invoque surtout sa crainte des effets secondaires du traitement, plus particulièrement la perte des cheveux. Elle a toujours été très soucieuse de son apparence et cette perspective l'angoisse au plus haut point. Mais le médecin voit les choses d'un autre œil. Il pense que sa patiente est dans un état dépressif temporaire qui l'empêche de porter un jugement éclairé sur sa situation. Il a souvent vu des malades traverser de telles phases d'abattement profond, et il arrive fréquemment que ceux-ci retrouvent la volonté de vivre et de se battre. Il est convaincu que le traitement proposé en vaut la peine. 1 année de vie de plus, ce n'est pas rien. Et il n'est pas interdit d'espérer que sa rémission se prolonge, comme cela se produit dans certains cas. Il répugne à acquiescer aux souhaits de sa patiente et à renoncer au traitement. Il aurait l'impression de ne pas avoir fait son devoir de médecin. Il reprend donc la discussion avec elle et tente de lui faire changer d'avis. Mais elle maintient son refus. Dans l'état où elle se trouve, tout retard dans l'administration du traitement pourrait avoir des conséquences désastreuses. Le médecin pourrait communiquer avec les membres de sa famille et leur demander d'user de leur influence sur elle pour qu'elle accepte le traitement. Il pourrait même la faire déclarer incompétente en raison de son état dépressif et demander à la famille d'autoriser le traitement à sa place. Que devrait-il faire? On voit que les cas sont régulièrement complexes. Cela est dû à la primauté que l'on accorde aujourd'hui à la liberté individuelle. Un autre exemple est celui du témoin de Jéhovah
qui refuse, au nom de ses convictions les plus profondes, une transfusion sanguine, chose qui nous paraît à nous tout à fait banale. Mais pour lui, c'est grave, c'est un interdit majeur. Faut-il respecter cela et ne pas faire cette transfusion sanguine, quitte à ne pas le sauver? Les questions de bioéthique sont complexes. Elles sont d'autant plus complexes que on ne sait plus très bien ce qu'est une personne humaine. Jusqu'à une époque pas tellement éloignée que cela, on était tous d'accord sur ce qu'est une personne humaine. Mais aujourd'hui, plus du tout. Les développements récents de la science ont remis en question des choses qui nous semblaient évidentes. Le concept de vie. On croyait que quand le cœur cessait de battre et que l'on ne respirait plus, on était mort. Mais c'est faux. D'ailleurs, je conseille vivement aux personnes de continuer à entourer leurs défunts durant les premiers moments qui suivent l'arrêt du cœur et de la respiration. Ils vivent toujours. Ils sont toujours là. Durant quelques minutes, ils vivent toujours. Et ils ont besoin de notre affection, de nos prières aussi pour ceux qui croient. Aujourd'hui, on pense plutôt que la mort est la fin de l'activité cérébrale. Mais une autre question se pose. Il y a le cerveau supérieur et le cerveau inférieur. Le cerveau supérieur assure les fonctions mentales, le cerveau inférieur les fonctions végétatives. Quid d'une personne dont le cerveau supérieur serait mort, mais pas le cerveau inférieur? La remise en question du concept de personne humaine s'explique aussi par les découvertes au sujet du début de la vie. Connaissant en détail l'évolution d'un embryon, il n'est plus aussi facile de déterminer le moment précis où il y a personne humaine. On n'est plus d'accord là-dessus. Certains considèrent que, au tout début, quand il n'y a qu'un ensemble de 4 cellules, 8 cellules, on ne peut pas encore vraiment parler de personne humaine. Ça pose la question, savoir si ce n'est pas une personne humaine, est-ce que c'est un absolu? De plus, on peut les produire en dehors du sein maternel aujourd'hui. Les embryons, les congeler, les décongeler plus tard, faire des expériences scientifiques sur eux. Les questions qui se posent alors sont celles de leurs droits. Est-ce que ces embryons ont des droits moraux? Ce sont des problèmes éthiques inédits qui ne se posaient pas par le passé. Ça rejoint les questions de l'avortement, de l'euthanasie. Mais bref, la question importante est de savoir quand on est une personne humaine. Ceux qui avortent semblent considérer que l'embryon n'est pas encore une personne humaine, à part entière. Et il y a 4 grandes façons aujourd'hui de répondre à cette question. Il y a ceux qui pensent que la personne humaine s'étend du début à la fin de la vie, de la conception à la mort. Les catholiques, notamment, pensent cela. La personne est pour eux coextensive à l'organisme qui la sous-tend et l'exprime. Et elle dure autant que cet organisme vit. Ils pensent même qu'elle dure au-delà de la mort. En conséquence, dès sa conception et jusqu'à son dernier souffle, l'être humain est une personne à part entière. Dès lors.
Si l'on a cette vision de l'homme, de l'être humain, eh bien, il n'y a pas d'avortement, il n'y a pas d'euthanasie, il n'y a pas d'expérience sur les embryons. Une deuxième façon de répondre à la question qu'est-ce qu'une personne humaine est la suivante. Certains utilisent, et on l'a déjà vu lors d'une séance précédente, le critère utilitariste de la sensibilité. Nous l'avons vu quand nous avons parlé de l'éthique de l'environnement. Pour certains utilitaristes, ce qui compte, c'est le plaisir et la douleur, la sensibilité. Les animaux, donc, aussi sont sensibles, certains, et donc ils peuvent avoir quelque part le même statut que l'embryon humain lorsqu'il est sensible. Le fœtus aurait droit au respect à partir du moment où il est sensible, pas avant. Et pas plus ni moins qu'un animal d'ailleurs pour certains auteurs. Et donc avant cela on peut avorter, on peut mener des recherches scientifiques sur des embryons non sensibles, etc. On pourrait aussi faire des recherches sur des comateux qui ne sentent plus rien et qui ne peuvent en aucun cas récupérer leur fonction mentale. Souvenons-nous de Peter Singer que nous avons étudié la semaine dernière, qui pense des choses semblables. Troisième façon de répondre à la question qu'est-ce que la personne humaine? S'inspirer du critère kantien de l'autonomie. C'est le cas de Tristram Engelhardt, qui est inspiré par Kant. Pour Kant, toute dignité morale réside dans le fait d'être conscient, libre et rationnel. Or, on ne naît pas conscient, libre et rationnel. On ne naît pas autonome, on le devient progressivement. On devient donc progressivement une personne humaine grâce à un processus long d'éducation, d'intégration sociale. Et à la fin de la vie, on peut perdre cette autonomie et donc ce statut de personne autonome. Et Engelhardt distingue clairement justement entre l'être humain et la personne humaine. L'être humain commence au début à la conception et se poursuit jusqu'à la fin de la vie. On est un être humain, c'est clair. Le fœtus, l'embryon humain n'est quand même pas une grenouille. C'est un être humain. Il a un ADN d'être humain, c'est un être humain. Mais ce n'est pas pour autant une personne humaine. Car une personne humaine, c'est un être humain qui a accédé à l'autonomie. Les êtres humains, écrit Engelhardt, font partie de l'espèce humaine. Ce ne sont pas des grenouilles. Mais ils n'ont pas en eux-mêmes et par eux-mêmes un statut au sein de la communauté morale. Cela veut dire que les êtres humains non personnels n'ont aucun droit. Ils n'ont pas les mêmes droits que les personnes. Non, cela ne veut pas dire, que les êtres humains non personnels n'ont aucun droit. Ils peuvent avoir certains droits, mais pas les mêmes que les personnes humaines. Dès lors, on peut avorter, faire des expériences sur les embryons, euthanasier, etc. Des êtres humains qui ne seraient pas des personnes humaines. Même si à l'égard des êtres humains non personnels, on peut vouloir leur offrir de la sollicitude, bien sûr, mais pas une sollicitude semblable à celle que l'on a à offrir à des personnes humaines autonomes. Quatrième façon de répondre à la question qu'est-ce que la personne humaine? C'est d'utiliser le critère de potentialité. Cette voie se situe un peu entre la première,
celle du caractère sacré de la vie, hein. Et la troisième, celle de la distinction entre l'être humain et la personne humaine, qui ne serait que l'être humain pleinement autonome. La personne potentielle. À partir du deuxième ou troisième mois, le fœtus est une personne potentielle. Ce critère est basé non pas sur des faits, mais sur la valeur que le milieu social attribue au fœtus. Maintenant, le milieu social croit en lui, en son potentiel d'humanité. Et cela implique qu'il mérite à ce titre qu'il soit reconnu comme ayant des droits moraux. Et il faudrait dès lors traiter le fœtus comme une personne, même s'il n'en est pas encore pleinement une. On se demande sur quelle base on peut défendre certaines positions. Prenons un peu de recul critique. La quatrième position semble quand même un peu complexe à défendre parce qu'on se demande comment on peut en arriver à traiter une personne potentielle comme une personne actuelle. Pourquoi est-ce que je traiterais le futur président des États-Unis comme s'il était déjà effectivement président des États-Unis? C'est quand même pas la même chose. Il y a là un problème quand même. Comment est-ce que je traiterais le champion du monde de kayak comme s'il était déjà alors qu'il n'est pas encore? Il faut d'abord qu'il le soit pour que je le traite comme tel, non? Il ne faut quand même pas lui donner la médaille avant qu'il ne gagne le concours. Ça, c'est pour la quatrième position. La troisième position pose quand même des questions aussi. Principe d'autonomie. Sur quelle base vais-je dire maintenant l'être humain est une personne autonome? On ne sait pas quand est-ce qu'elle passe d'un statut à l'autre. Il n'y a aucun critère qui nous permet de dire maintenant, voilà, tu as les droits d'une personne autonome ou bien tu ne les as plus. C'est très difficile à déterminer. Et on sait qu'en morale, quand on a un doute, bien souvent on doit s'abstenir. Si je ne suis pas sûr que je puisse dire ce fœtus n'est pas une personne, ou cette personne dans le coma n'est plus autonome, si j'ai un doute, je dois m'abstenir. Parce que je risque alors de tuer une personne humaine. On ne voit pas dans cette perspective où placer le curseur. À partir de quel moment est-on une personne humaine ou n'est-on pas une personne humaine? L'autonomie, c'est quelque chose qu'on acquiert vraiment lentement, au fur et à mesure, toute une éducation, etc. À partir de quand peut-on vraiment être considéré comme une personne humaine? Et pas seulement comme un être humain. On voit que certaines de ces positions sont quand même un peu difficiles à défendre, mais enfin, voilà, elles existent. Et on voit que nombre de réponses aux grandes questions de la vie et de la mort dépendent des positions que l'on a. Un autre domaine de la science biomédicale qui pose d'énormes questions est celui de la génétique. Et nous allons nous pencher plus particulièrement sur les questions que pose la génétique, car d'aucuns s'accordent à penser que c'est dans ce domaine que les défis seront les plus grands à l'avenir.
Beaucoup pensent que c'est ce domaine qui sera le plus important et aura les conséquences les plus grandes. Nous avons donc découvert l'ADN. Une découverte majeure. Et cela permet de découvrir des gènes responsables de certaines maladies, parfois graves. Cela pose des questions éthiques. Si je découvre que je suis porteur de telle ou telle anomalie, dois-je avoir des enfants? Dois-je en informer mes proches? Mon assureur? Mon employé? On pratique de plus en plus le diagnostic prénatal, qui est de plus en plus efficace, de plus en plus facile. À cela est liée la pratique du choix des meilleurs embryons fécondés, qui sont fécondés in vitro, puis réimplantés dans le ventre maternel. On appelle cela le diagnostic préimplantatoire. Faut-il avorter s'il y a une maladie grave chez le fœtus? Il y a des cas très différents. Certaines maladies entraînent une mort rapide, d'autres une mort à 40-50 ans. Certaines anomalies entraînent des graves souffrances, d'autres peuvent être traitées avec succès. Certaines anomalies n'entraînent que des prédispositions, non pas des maladies à coup sûr, et l'on ne peut pas toujours prévoir le degré de gravité de la maladie. Tout cela pose des questions en éthique aujourd'hui, et toutes ces questions sont liées à la génétique, puisque beaucoup de choses sont inscrites dans nos gènes. Le diagnostic prénatal permet de voir un certain nombre de ces choses. Il y a donc un autre critère qui intervient ici. Ce n'est plus le critère de la personne humaine, même si on est d'accord avec le fait que ce sont des personnes humaines. Il y a une autre controverse sur la question de la normalité et de l'anormalité. On voit que face à des anomalies, face à des maladies qui entraîneraient une mort plus précoce que chez la plupart des êtres humains, des personnes humaines, on se pose la question de la normalité. Est-ce que c'est normal de mourir plus tôt, d'avoir une vie autre? Et est-ce que si c'est anormal, est-ce que ça vaut la peine d'être vécu? On peut donc ajouter au critère donc, de la personne humaine, celui de la personne humaine normale ou anormale. Personne humaine qui a la trisomie 21 est une personne anormale. Ça se décale par rapport à la norme. Et certains, voyant cela, posent la question du sens de la vie de cette personne anormale. Est-ce que sa vie vaut la peine d'être vécue? Est-ce que on peut décider pour elle que sa vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue? Est-ce que les parents ont le droit de faire ce choix? Ce sont des questions éthiques considérables. On avance face à cela le spectre de l'eugénisme.
Quand on commence à se poser ce genre de questions, et quand on commence à avoir le pouvoir technique de connaître la façon dont une personne va vivre, plus ou moins, les difficultés qu'elle va rencontrer, on a un pouvoir énorme, et ce pouvoir peut engendrer un eugénisme, c'est-à-dire le choix pour un certain profil d'humanité. Hitler a fait ce choix. Il avait choisi le profil arien. Il n'était pas lui-même quelqu'un qui avait ce profil. Enfin, voilà. Mais aujourd'hui, on pourrait avoir ce danger, rencontrer ce problème de l'eugénisme. On va définir qu'est-ce qu'une personne normale, qu'est-ce qu'une personne qui a une qualité de vie suffisante. Et on ne va permettre de vivre qu'à des personnes comme celle-là. Ça, on va pouvoir le savoir, vu le progrès de la génétique, du diagnostic prénatal, etc. Il y a donc comme le danger de l'avortement sélectif. On va faire un diagnostic prénatal et sur des bases médicales, génétiques notamment, on va pouvoir dire que l'enfant va avoir telle ou telle difficulté, telle ou telle maladie, il sera donc en dehors de la norme. Son espérance de vie ne sera que de 40 ou 50 ans, alors que la moyenne c'est 78 ans. Et on va avorter pour ne garder que ceux qui correspondent à la norme. La baisse de la natalité pourrait accentuer ce danger. Car comme il y a moins d'enfants, on va ne garder que les meilleurs. Évidemment. On constate d'ailleurs qu'un enfant qui a une tare, une maladie, est mieux accepté d'ordinaire dans une famille nombreuse que dans une famille où il n'y a qu'un ou deux enfants. Et le nombre de maladies détectables par le diagnostic prénatal ira toujours en grandissant. Alors que pensera-t-on de ceux qui acceptent quand même un enfant handicapé, des parents, des médecins qui acceptent cela alors qu'ils le savaient? Ce sont toutes des questions bien concrètes. Et on observe que parfois, maintenant, des parents sont poursuivis en justice parce qu'ils ont omis d'avorter un enfant qu'ils savaient porteur d'un handicap grave, par exemple. Il n'y a pas que les maladies, il y a aussi le sexe. On peut choisir le sexe de l'enfant maintenant. Dans certains cas, on pourra choisir la couleur des yeux, on pourra choisir beaucoup de choses. Ça ouvre la porte à des dérives énormes. La connaissance du génome humain pourrait mener à l'établissement de la carte génétique de chaque individu. Et ces informations pourraient être utilisées plus ou moins bien, soit pour, comme je l'ai dit, choisir les individus qu'on laisse vivre, soit aussi, par après, pour choisir un individu qu'on emploie dans son entreprise, ou qu'on accepte d'assurer quand on est une compagnie d'assurance. Aux États-Unis, certains employeurs utiliseraient déjà les informations génétiques pour l'embauche.
Rien n'empêche à une personne avec une bonne carte génétique de la montrer. Et aujourd'hui, on peut obtenir sa carte génétique assez facilement. Mais alors, un employeur pourrait toujours demander la carte génétique et dire à la personne qui refuse de la donner, pourquoi ne la donnez-vous pas? Avez-vous quelque chose à cacher? On voit que il y a beaucoup de questions qui se posent, qui sont liées à la génétique. D'autres questions bioéthiques sont liées aux nouvelles technologies de reproduction assistée, de procréation assistée. Selon certaines études, 10 à 15% de la population serait stérile. Et cette proportion irait en s'accroissant, entre autres peut-être à cause de la pollution. Et pour remédier à la stérilité, on a inventé différentes techniques de reproduction assistée, de procréation assistée, comme l'insémination artificielle avec sperme du conjoint ou d'un autre, encore la fécondation in vitro. Aujourd'hui, il y aurait 25% de réussite de ces fécondations in vitro, mais les méthodes de calcul aboutissant à ces données sont quelque peu controversées. D'autres techniques encore. Cela pose des questions d'éthique. Quid des effets collatéraux, comme les embryons surnuméraires? Que fait-on avec les embryons qui restent? Car bien souvent, c'est pas toujours, on féconde plusieurs gamètes féminines pour avoir un stock, disons, d'embryons. On sélectionne aussi celui que l'on va réimplanter, les autres, on les congèle, de manière aussi à éviter à la femme le traumatisme d'une nouvelle intervention chirurgicale visant à prélever des gamètes. Que fait-on des embryons congelés? Leur sort pose un grave problème éthique. Les scientifiques voudraient les utiliser pour des expériences scientifiques. Que répondre à ces scientifiques? Si on est partisan du caractère sacré de la vie, et si l'on pense que la personne humaine est coextensive à l'organisme qui la porte, qui l'exprime, on va répondre qu'on ne peut pas faire ça. Mais si on adopte le point de vue utilitariste et qu'on considère que la personne humaine commence au moment où l'embryon est sensible, le fœtus est sensible, on va pouvoir faire cela sur certains embryons. On pourrait aussi fabriquer des embryons rien que pour ça. Quand on considère l'intérêt scientifique de la chose. Certains considèrent qu'il faut arrêter ces expériences à 14 jours avant que les organes essentiels aient commencé à se former. D'autres à 30 jours, car c'est alors l'activité cérébrale qui apparaît, donc la capacité de souffrir. Sur quels critères se baser? D'autres problèmes se posent encore. Quand on fait des fécondations in vitro, il y a des grossesses multiples plus nombreuses.
des jumeaux, des triplés, des quadruplés. Ça comporte des risques pour les enfants, pour les mères, même pour les couples. Est-ce que les cliniques informent suffisamment de cela? Est-ce que là, on respecte vraiment ce principe du consentement libre et éclairé? Beaucoup de problèmes d'éthique sont liés à toutes ces techniques nouvelles. Un autre cas, qui n'est pas encore d'actualité, mais qui le sera peut-être, est celui du clonage humain. On peut lire ici quelques paragraphes traitant du clonage humain, qui montrent encore tous les problèmes liés à cette technique nouvelle, technique biomédicale nouvelle. Chez presque tous les animaux à reproduction sexuée, les cellules de l'organisme appelées cellules somatiques ont la propriété de se reproduire elles-mêmes et de se multiplier, mais elles n'ont pas la propriété de reproduire un organisme individuel entier. Seules les cellules dites reproductrices, spermatozoïdes, ovules, ont cette capacité. Le mécanisme de la reproduction sexuée implique normalement la fusion des gamètes mâles et femelles, aboutissant à un organisme nouveau qui est une entité nouvelle, unique, et non la réplique identique de l'un ou l'autre de ses géniteurs. Or, on a découvert qu'il était possible de contourner ce mécanisme et d'obtenir un clone, c'est-à-dire une copie exacte d'un organisme individuel entier, en utilisant une technique de transplantation nucléaire. Il s'agit de débarrasser un ovule de son propre noyau et de le remplacer par le noyau d'une cellule somatique. L'ovule, alors, aura la propriété de produire un organisme entier qui sera identique à celui d'où provient le noyau transplanté. Le clonage trouve une foule d'applications intéressantes et fructueuses dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de la production génétiquement contrôlée d'animaux de laboratoire. Il ouvre également des perspectives intéressantes chez l'humain dans le secteur de la reproduction de tissus ou d'organes de substitution. Ces tissus ou organes seraient produits à partir des propres cellules somatiques du receveur et seraient parfaitement sains et compatibles avec l'organisme de ce dernier. On pourrait par exemple reproduire la peau, le foie, les artères, la vessie, les poumons, etc. Toutefois, le clonage d'êtres humains complets semble poser des problèmes moraux très graves et est l'objet de vives controverses. Considérons d'abord les arguments de ceux qui se déclarent favorables à certaines utilisations, en particulier thérapeutiques, du clonage chez l'humain. Certaines personnes considèrent par exemple que le clonage n'est qu'une technique supplémentaire aux couples ou aux individus souffrant de stérilité ou aux couples homosexuels, particulièrement à ceux pour lesquels les autres techniques de reproduction assistée s'avèrent inefficaces. Imaginons un homme qui deviendrait incapable de produire du sperme à la suite d'un accident ou d'une maladie. Il pourrait certes adopter un enfant ou avoir recours à la fécondation in vitro avec le sperme d'un donneur anonyme. Mais la perspective promise par le clonage de créer un lien biologique et génétique avec son enfant pourrait lui paraître plus enviable. De même, deux conjoints stériles pourraient désirer que leur futur enfant soit le double génétique de l'un d'entre eux. Ainsi, pour certains observateurs, le clonage n'est qu'une stratégie de procréation parmi d'autres. Et la société a le devoir de reconnaître la liberté de choix dans ce domaine. Ces observateurs partent du principe que chaque individu est fondamentalement libre de faire ce qu'il veut de son propre corps. Or, la cellule somatique d'où est extrait le noyau qui sera transplanté dans l'ovule récepteur appartient à l'individu, qui décide d'avoir un clone comme enfant. De quel droit empêcherait-on un individu de se reproduire lui-même? En revanche, un clonage qui se ferait sans le consentement du porteur du noyau cloné violerait ses principes de liberté et d'autonomie. Imaginons par exemple qu'une personne mette la main sur un cheveu de Tom Cruise ou sur un cil de Céline Dion. Ceux-ci ne seraient peut-être pas heureux de se retrouver un jour devant leur copie conforme.
Passons maintenant aux arguments des opposants au clonage humain. Deux arguments sont constamment invoqués. L'un concerne l'instrumentalisation de l'être humain, l'autre le respect de son unicité. Un clone est une copie génétique d'un individu. Or, un être humain semble aller à l'encontre. Copier un être humain semble aller à l'encontre d'un aspect fondamental de la vie humaine qui est le caractère unique de chaque individu. La reproduction sexuée naturelle fait de la naissance de chaque bébé un événement unique et imprévisible et le début d'une aventure tout aussi singulière dont le déroulement est laissé à la liberté de l'individu concerné. L'idée d'une existence qui serait le calque d'une autre semble violer ce critère fondamental d'unicité. Je ne vais pas tout lire, mais on devine les nombreuses questions qui se posent. Il y a la question de la filiation, notamment, qui semble être à la base de l'organisation de la vie humaine, de la société humaine. Le clonage bouleverserait radicalement la filiation. L'enfant d'un homme qui fait porter son clone par son épouse est en effet le jumeau de son père. L'enfant qui serait cloné à partir d'un premier enfant serait à la fois le fils et le frère de ce dernier. Des clonages à répétition de ce genre feraient voler en éclats la notion même de génération et feraient de l'application de l'interdiction de l'inceste un puzzle insoluble. On voit que ces techniques, qui ne sont pas encore au point, mais qui peut-être un jour le seront, poseront encore de nouveaux problèmes d'éthique. Et cela augmentera encore les pages des encyclopédies de bioéthique. Parlons quelque peu de l'euthanasie. Une question particulièrement importante, car la mort est une expérience limite pour tout être humain, une expérience qui lui fait affronter les dilemmes les plus profonds et les plus fondamentaux de l'existence. L'euthanasie ne date pas d'hier. Depuis la nuit des temps, elle existe. Mais de nouvelles techniques changent maintenant la donne. Ce sont les techniques qui permettent de prolonger la vie des malades, de soulager leurs souffrances. La majorité des gens meurent maintenant dans le milieu aseptisé de l'hôpital, un milieu dominé par la technologie médicale et par une organisation bureaucratique du travail, allouant un pouvoir considérable aux médecins. Tel est le contexte dans lequel se pose aujourd'hui le problème moral de l'euthanasie. Ce n'est pas le même contexte que par le passé. On distingue différents types d'euthanasie. L'euthanasie active et l'euthanasie passive. L'euthanasie passive consisterait à s'abstenir de continuer ou de commencer un traitement, ce qui aurait pour conséquence une mort assurée. Mais certains, et je suis de ceux-là, ne considèrent pas cela comme étant une vraie euthanasie, mais seulement un refus d'acharnement thérapeutique. L'euthanasie active implique un acte médical courant, un acte médical causant directement et volontairement la mort. C'est plutôt ça l'euthanasie. Ce n'est pas simplement le fait de s'abstenir de continuer un traitement médical, sauf si on est vraiment sûr que... Enfin, sauf si ce traitement médical est tout à fait banal et qu'il y a de bonnes chances qu'il règle la situation, qu'il soigne le malade et qu'il guérisse le malade, bien sûr. Là, ce serait un manquement par rapport au devoir de se soigner. Mais s'il s'agit d'un traitement médical qui ne fera que de prolonger la vie de quelques semaines, par exemple, on ne peut pas vraiment parler d'euthanasie quand on arrête ce traitement médical et qu'on le refuse ainsi de s'acharner de manière déraisonnable.
L'euthanasie est donc plutôt un acte médical causant directement et volontairement la mort. On distingue aussi l'euthanasie volontaire et l'euthanasie involontaire. L'euthanasie volontaire, c'est quand il y a eu un souhait exprimé lucidement par le malade. L'euthanasie involontaire, c'est quand il n'y a pas eu de souhait exprimé lucidement par le malade. Prenons le cas d'un patient, on en a déjà parlé quelque peu, qui refuse un traitement comme une transfusion sanguine parce qu'il est témoin de Jéhovah. Certains pourraient considérer qu'il s'agit là d'une euthanasie parce que on refuse de donner un soin qui va permettre à la personne de vivre, et ce refus va entraîner la mort. Récemment, des tribunaux ont statué sur la question, réfléchi à cette question. Ils ont conclu qu'il ne s'agissait pas en fait d'une euthanasie, mais simplement du respect de la liberté de la personne. C'est pas évident à admettre peut-être pour certains, mais ces tribunaux ont admis que voilà, là on respectait la liberté de la personne qui dans ses convictions considère que la transfusion sanguine est intolérable et donc vit en cohérence avec ses convictions jusqu'au bout. Ne demande rien au médecin si ce n'est de ne rien faire. Quand un patient est comateux et n'a pas exprimé sa volonté, que faire? C'est pas toujours facile de savoir quoi faire. C'est pas facile non plus pour le personnel soignant de gérer tout ça. Et donc voilà, ce sont des questions difficiles qui se posent et pas toujours facile de savoir quoi faire. On pense à ce cas de, comment s'appelait-il en France récemment, d'un homme qui était voilà, depuis de nombreuses années dans un état végétatif et une partie de sa famille voulait mettre fin à ses jours, une autre partie ne voulait pas. Ça a déchaîné les passions. Finalement, cet homme est parti, on ne l'a plus nourri, il est mort. On a tous eu le sentiment que, enfin beaucoup en tout cas, ont eu le sentiment que on avait pris sa vie, mais est-ce que lui-même, qui n'avait pas exprimé ses volontés, semble-t-il, souhaitait continuer à vivre comme cela? Ce sont des questions difficiles. Et ce sont des questions auxquelles, encore une fois, on répond en fonction de la philosophie que l'on a, en fonction de la conception que l'on a de la personne humaine et de la vie humaine. Si l'on est partisan du caractère sacré de la vie d'une personne humaine qui serait coextensive à la vie de l'organisme qui la porte et l'exprime, on défendra le maintien en vie de cette personne handicapée en état végétatif. Si ce n'est pas le cas, si on considère que cette personne n'est plus vraiment une personne humaine pour telle ou telle raison, parce que elle n'a plus de conscience, plus de rationalité, plus la possibilité d'exprimer une liberté,
on sera peut-être pour l'euthanasie, ou bien simplement si on considère que même si c'est une personne humaine qui n'a pas exprimé sa volonté, on peut pour elle faire un choix eu égard à ce qu'on considère comme étant une vie normale, une vie qui vaut la peine d'être vécue, une vie qui est digne de ce nom, qui vaut la peine d'être vécue. Il n'y a pas que le critère, l'avons-nous vu, de la personne humaine, mais il y a aussi le critère de la personne qui a une vie normale ou une vie anormale ou une vie qui vaut la peine d'être vécue ou pas. Eh bien, selon les réponses que l'on donne à toutes ces questions, on aura une position différente sur quant à la pertinence d'euthanasier cette personne à l'état végétatif ou pas. En ce qui concerne l'euthanasie, on fait souvent appel à la théorie de l'acte à double effet. Et c'est souvent une théorie qui permet de sortir de certaines situations. C'est une doctrine catholique très ancienne qui remonte au IVe siècle et qui consiste à dire qu'on peut poser un acte qui a deux effets, un bon, un mauvais. Et c'est moral, c'est bien de poser un acte qui a deux effets, un effet bon et un effet mauvais. Si on vise l'effet bon et qu'on accepte, qu'on tolère l'effet mauvais à titre de dégâts collatéral. Il faut évidemment bien doser la chose. On ne peut pas poser un acte qui a un bon effet mineur en tolérant un dégât collatéral majeur, par exemple. Il faut vraiment viser l'acte l'effet bon en tolérant latéralement l'effet mauvais. C'est ainsi que on admet que l'on puisse donner de la morphine pour soulager la souffrance des personnes en fin de vie, même si cela peut avoir comme conséquence secondaire de dégrader l'organisme à bien des égards. Dans ce cas, le premier but est de soulager la souffrance. Et la dégradation de l'organisme qui accélère peut-être même parfois la mort n'est pas voulue en tant que telle, mais est tolérée comme un dégât collatéral, peut-on dire, comme un effet secondaire de cet acte à double effet. Et on ne considère pas cela en général comme de l'euthanasie. Toute la question est dans le dosage, évidemment, de la morphine alors. On voit qu'on entre dans des questions subtiles, bien concrètes, de la pratique médicale au jour le jour dans les hôpitaux, dans les maisons de repos. Et bien souvent, les médecins eux-mêmes ont du mal à démêler cet écheveau. Plusieurs s'abstiennent de prescrire des médicaments ne sachant pas vraiment quels effets cela aura. Souvent, on propose comme alternative à l'euthanasie les soins palliatifs. Les soins palliatifs qui justement ont pour but non pas de guérir la personne, ça ce sont les soins curatifs, mais de soulager la douleur pour aider à mourir la personne dans la dignité. Et c'est ça, ces soins comprennent aussi un soutien psychologique et spirituel. Voilà des solutions que l'on propose pour offrir des alternatives à l'euthanasie. Ce sont des alternatives offertes qui sont soutenues bien souvent par une conception de la vie humaine, de la personne humaine qui va jusqu'au bout de la vie humaine, et puis de la vie humaine qui vaut la peine d'être vécue jusqu'au bout. Donc il y a toujours cette question, être humain, personne humaine. Quand commence la personne humaine, jusqu'où va-t-elle ?
Et puis, valeur de la vie, de la personne humaine. Normalité, anormalité, puis même qualité de vie, valeur, qualité de vie, peut-on dire. Ceux qui considèrent que la personne humaine va jusqu'au bout, et ceux aussi qui considèrent que la vie humaine vaut la peine d'être vécue jusqu'au bout, même si il y a des douleurs, des souffrances, une dégradation de l'état mental des personnes, etc. Ceux-là optent souvent pour les soins palliatifs, qui offrent une alternative à l'euthanasie. Cette euthanasie, on le sait, était légalisée dans plusieurs pays, dont la Belgique. Donc, mais pas beaucoup de pays encore, mais plusieurs pays, dont la Belgique, les Pays-Bas, l'État de l'Oregon, notamment aux États-Unis. En Belgique, on le sait, l'euthanasie est légale également pour les mineurs. On voit donc à quel point toutes ces questions sont sensibles, délicates, et qu'il nous faut aujourd'hui nous positionner tels que nous sommes, mais dans un milieu pluraliste, dans un milieu où bien des gens ne pensent pas de la même manière et n'ont pas la même vision de l'être humain, de la personne humaine, et puis de la valeur de la vie de la personne humaine, de la normalité, de la qualité de la vie, de la valeur de la vie vécue. Comment démêler tout cela? C'est ainsi qu'il y a des comités qui sont constitués, des comités de bioéthique, d'éthique, dans bien des maisons médicales, où on discute en comité à plusieurs de cas bien concrets de personnes résidant dans les maisons de repos, et de soins, dans les hôpitaux. Nous pouvons conclure en lisant le cas de Sue Rodriguez, cas d'euthanasie, qui pose des questions. Un cas donc qui a été donc un petit peu à la une dans les années 90 au Canada. Le cas des personnes d'une maladie dégénérative est sans doute celui qui soulève de la façon la plus déchirante le problème de l'euthanasie. Une personne qui sait à l'avance qu'elle est condamnée à perdre progressivement ses facultés mentales et physiques peut être amenée à demander une aide au suicide, sachant qu'elle n'aura pas la capacité de se donner elle-même la mort au moment où elle le souhaitera. Ce cas de figure est au cœur d'une cause qui a été portée devant la Cour suprême du Canada en 1993. Il s'agit du cas de Sue Rodriguez. Cette femme était atteinte d'une maladie dégénérative incurable, la sclérose latérale amyotrophique. Madame Rodriguez, alors âgée de 42 ans, avait demandé aux tribunaux qu'on lui accorde le droit d'obtenir l'aide d'un médecin pour mettre fin à ses jours. À la suite d'une longue croisade judiciaire, sa cause fut portée devant la Cour suprême, qui a débouté sa demande. Dans un jugement partagé, une majorité de 5 juges a rejeté la requête de Sue Rodriguez alors que 4 juges minoritaires l'ont jugée recevable. Les juges majoritaires ont soutenu que le caractère sacré de la vie, nous y sommes, et le souci d'éviter les abus
que pourrait entraîner une décriminalisation de l'aide au suicide pour les plus faibles et les plus démunis, devait ici prévaloir contre les intérêts individuels. Le juge en chef de la Cour suprême, Antonio Lamer, se trouvait dans le rang des juges minoritaires. Il justifia sa position de la manière suivante. Le suicide n'est plus un acte criminel au Canada, mais la loi interdit toujours l'aide au suicide. Cette loi est discriminatoire car elle introduit une inégalité entre les individus. Elle empêche les personnes physiquement incapables de mettre fin à leur vie sans aide de choisir le suicide sans contrevenir à la loi, alors que cette option est en principe ouverte au reste de la population. Un autre juge dissident, le juge Corey, a développé une argumentation différente, fondée paradoxalement, sur le droit à la vie. Il écrit « La mort est tout simplement l'acte final du théâtre de la vie. Si, comme je le crois, la mort fait partie de la vie, alors la mort comme étape de la vie a droit à la protection constitutionnelle prévue à l'article 7. Il s'ensuit que le droit de mourir avec dignité devrait être aussi bien protégé que n'importe quel autre aspect du droit à la vie. » Rappelons le dénouement controversé de cette histoire. Le 12 février 1994, Sue Rodriguez est décédée avec, selon toute vraisemblance, l'assistance d'un médecin dont l'identité est demeurée inconnue. Voilà face, donc, un cas qui reprend pas mal d'éléments que nous avons vus. Le principe d'autonomie. Sue Rodriguez est une personne libre. En même temps, le principe de bienfaisance. Certains considèrent que donner la mort, ce n'est pas quelque chose qui exprime une bienfaisance, une sollicitude pour la personne, surtout quand on est partisan d'une conception de la personne humaine qui est coextensive à l'organisme qui la porte et l'exprime, du début à la fin de la vie de cet organisme. Le principe de la normalité, de l'anormalité de la vie et de la valeur de la vie, sachant que cette maladie de Sue Rodriguez atteignait les fonctions nobles de l'être humain. Sue Rodriguez a considéré qu'alors la vie humaine ne valait plus la peine d'être vécue, qu'il fallait y mettre un terme. Mais comme elle ne pouvait pas le faire elle-même à ce moment-là, parce qu'elle ne voulait pas le faire tout de suite, parce que alors elle abrégeait une vie qu'elle considérait encore comme étant valable. Elle voulait le faire quand la vie n'était plus valable, mais alors elle ne pouvait plus le faire elle-même, et donc il lui fallait quelqu'un d'autre pour le faire. Ce n'était pas permis par la loi, quelqu'un l'a fait pour elle. Voilà, ça pose beaucoup de questions. Et encore une fois, toutes ces questions, on ne peut y répondre que si l'on a une certaine vision de la personne humaine et de la valeur, de la vie de cette personne humaine. Cette vision de la personne humaine et de la valeur de la vie de la personne humaine n'étant plus commune aujourd'hui, puisque nous vivons dans une société pluraliste, il nous faut trouver le chemin pour vivre ensemble, parce qu'on ne peut pas faire autrement que vivre ensemble, tout en respectant les convictions qui sont les nôtres. Voilà, nous nous retrouverons donc la semaine prochaine pour un 4e chapitre d'éthique appliquée. Nous parlerons de l'éthique de la science et de la technologie. Bonne semaine à chacune et à chacun.